de l'organisation, de l'expérience, de l'engagement spatial du visiteur dans son expérience de visite sur la construction de son identité et notamment son identité corporelle. Et en fait, c'est un peu ce colloque sur le corps contemporain et l'espace vécu qui m'a donné l'occasion d'investir cette nouvelle partie de ma recherche. Donc je vais vous proposer des réflexions, pistes de réflexion que j'espère que nous pourrons discuter ensemble. Donc avant de commencer avant de commencer réellement à entrer dans le vif du sujet, je voulais poser quelques points sur le musée d'une part et le handicap, donc mes deux objets. Ouais. Donc le musée, premièrement, pour commencer, donc pour moi la spatialité du musée, le fait de s'y rendre, de s'y déplacer, d'y interagir avec le monde par le biais des autres visiteurs et par le biais des expos et des dispositifs de médiation culturelle, est ce qui fait de ce lieu un lieu d'engagement de soi. Le visiteur va pouvoir y éprouver son identité, sa place, son rapport au monde et du coup le regard qu'il porte sur le monde et sur lui-même. Donc le musée est un élément clé dans le processus de construction identitaire. Et les visites sont une expérience qui engage le visiteur dans une démarche active de plus en plus. Elles allient la corporéité, la cognition et l'émotion du visiteur. Et on peut même parler de médiation corporelle, comme le fait Philippe Verhagen, où l'expérience du sujet visitant est décentrée de la seule perception visuelle pour s'orienter vers des modalités perceptives larges, engageant le corps et les sens. Donc le musée, quelques précédents sur les études du musée dans sa dimension spatiale. Quand on parle de dimension spatiale, de l'organisation spatiale du musée, on renvoie évidemment à la scénographie et la muséographie, donc le travail des scénographes et des muséographes qui investissent d'enjeux esthétiques et communicationnels. Dans le champ de la muséologie, l'organisation spatiale du musée est relativement peu étudiée. Et lorsqu'elle l'est, c'est quasiment toujours dans une perspective communicationnelle ou infocommunicationnelle, puisque l'objectif des études, je vous ai mis quelques références, l'objectif des études est toujours de chercher à percevoir le rôle de l'organisation spatiale du musée dans la construction et la construction d'un message. Donc l'organisation spatiale est perçue comme un outil que le muséographe ou le concepteur d'exposition utilise pour faire passer un message. Donc l'espace du musée est vu comme un lieu médiateur, pour reprendre le terme introduit par Serge Chaumier et François Mérès dans leur ouvrage sur la médiation culturelle. Et la chercheuse, dont je vais probablement écorcher le nom, la dernière référence, Kinga Gzech, se rallie à cette perspective et parle de médiation par l'espace, pour parler de l'organisation spatiale du musée. Et elle dit, je la cite, « La scénographie d'exposition est certainement une forme de médiation spatiale. Elle est là pour transmettre la pensée d'un artiste ou le discours d'un commissaire scientifique à destination d'un public, non par le vecteur textuel écrit ou oral, mais par le truchement d'une création spatiale et sensible, universellement évocatrice et signifiante. La scénographie se doit de toujours rester humble, évitant à chaque pas de se substituer au sujet lui-même de l'exposition. » Donc le premier enjeu de l'espace muséal, dans cette perspective, est sa force communicationnelle et sa capacité à faire passer un message et à favoriser l'apprentissage. Quelques études poursuivent cette piste, mais en s'intéressant cette fois à la réception, donc se plaçant du côté du visiteur, mais là encore, elle s'intéresse quasi systématiquement à l'impact en termes de cognition. À savoir, donc en d'autres termes, elles vont chercher à estimer l'efficacité de la mise en exposition quant à la transmission et à l'apprentissage d'un contenu. Donc elles sont situées du côté du visiteur, c'est des études qui sont situées du côté du visiteur, qui font intervenir la spatialité du musée, mais en assimilant quasi systématiquement l'expérience de visite à l'apprentissage. Il y a peu ou pas d'études qui s'intéressent dans le champ muséal en tout cas,
qui ouvre d'autres champs que celui de la cognition quand il s'agit d'étudier le rapport du visiteur à l'espace muséal. Si vous avez des références, je serais ravie de les connaître. Et dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est d'un ordre un petit peu différent, à savoir quelle image de soi le musée renvoie-t-il aux visiteurs. Donc l'image de soi qui évidemment est toute particulière dans le sujet qui nous intéresse, à savoir le corps handicapé, qui évidemment, les personnes en situation de handicap développent nécessairement un rapport à leur image et à leur corps différent des autres citoyens. On évoque souvent le handicap à travers des termes comme le corps abîmé, corps différent, déficient, déviant, extrême. On pourrait citer d'autres termes, mais je cite ces quelques termes pour montrer la force de la caractéristique corporelle sur l'identité de l'individu. Donc là aussi, je vous cite quelques références sur lesquelles je me suis appuyée, notamment Simone Korfsos, qui travaille donc sur la mise en image du corps handicapé, notamment dans l'art contemporain, notamment. Les corps handicapés interrogent sur le traitement social de la différence et la construction de la norme et la construction du beau. Et des auteurs, d'ailleurs, comme David Le Breton, ont montré très bien, c'est pas le seul, mais notamment, ont montré la corrélation qui existe entre le beau, enfin la beauté et la réussite, notamment chez les jeunes, les enfants, dans les petites classes de l'école, où il y a une corrélation assez directe entre la beauté de l'enfant et ses résultats scolaires. Donc la capacité qu'il a à s'attirer la sympathie des autres. Donc le handicap peut être source de rejet. Et là je vais citer Simone Korfsos qui dit « Les corps malades, handicapés, vieillissants suscitent dégoût et rejet, probablement à cause de l'impossibilité ou le refus de s'identifier à eux. » Donc le corps handicapé engendre une fracture sociale, une mise en opposition entre soi et la norme, entre son corps et le corps performant. Pourtant, comme le rappelle encore une fois David Le Breton, la condition humaine est une condition corporelle. Alors, comment ces individus en situation de handicap composent-ils avec cette réalité sociale et corporelle, et comment s'approprient-ils ce corps différent? Donc, pour revenir sur la question du musée pour construire son rapport au corps, dans un premier temps, il me semble important de rappeler que le musée peut être pensé comme un microcosme ou un concentré du monde réel. Et là, je vous renverrai donc à l'ambition des premiers musées, qui est la représentation du réel. Enfin, les premiers musées, là, je me réfère au cabinet de curiosité qui fleurissent en Europe au XVIe siècle et qu'on peut considérer comme l'ancêtre du musée moderne. En tout cas, cette première volonté de mettre en exposition dans cet objectif de documenter le monde et la nature pour en comprendre l'agencement et le fonctionnement. Et Antoine Schnapper, qui a travaillé sur les cabinets de curiosité, les présente même comme un microcosme, au sens de résumé du monde, et plus loin, un abrégé de la nature entière. Donc le musée peut être perçu comme un résumé des règnes animaux et végétaux, mais on peut aussi percevoir le musée d'aujourd'hui comme un résumé de l'organisation sociale et politique de la cité. Et je citerai Jean Davallon, évidemment, qui évoque l'opérativité sociale et symbolique du musée. Et le titre d'un ouvrage collectif qu'il a dirigé en 1986 en dit long. Donc le titre est, je cite, « Claquemurer pour ainsi dire tout l'univers, la mise en exposition ». Donc, en conséquence, on peut considérer que explorer le musée, c'est explorer le monde. Et à travers ce postulat, on saisit l'importance de la mise en accessibilité. On comprend un certain nombre d'enjeux qui sont associés à l'accessibilité dans les musées, donc enjeux de participation citoyenne, d'inclusion, de partage. Donc si on considère que, alors pour rentrer cette fois dans le musée, si l'on considère que comprendre l'espace qui nous entoure, c'est le premier pas pour se l'approprier, on saisit l'enjeu émancipatoire que peuvent représenter les dispositifs tactiles mis en place dans les musées pour les personnes déficientes visuelles.
Le tactile dans les musées est porteur d'un enjeu qui dépasse le cadre classique du musée, puisqu'il est souvent utilisé pour aider les personnes à comprendre l'espace dans lequel elles se trouvent, par le biais de plans en relief ou de maquettes. Donc là, vous pouvez voir 3 exemples du Musée de l'Homme, la Cité des Sciences, et une autre du Musée de l'Homme, qui a plusieurs maquettes. 3 exemples à Paris. Et les maquettes et les plans relief peuvent représenter l'intérieur du musée, mais aussi le quartier, la ville et pourquoi pas le pays ou le monde, selon les cas. Donc ces éléments apparaissent en fait comme un enjeu de mobilité et d'autonomie pour les personnes déficientes visuelles, puisqu'il est un des outils qui concrétise la capacité à se déplacer. Donc il peut rendre réelle l'autonomie par la mobilité et la maîtrise de son corps dans l'espace. Donc les outils tactiles peuvent contribuer à conditionner la perception que peut avoir un individu de sa propre capacité à s'approprier le monde. Donc c'est des éléments qui participent à la maîtrise de l'environnement et qui évidemment est un enjeu capital dans la vie d'un individu et que le musée, à travers les outils qu'il propose, permet d'expérimenter. Alors un autre domaine qui me semblait important d'évoquer, qui ne concerne pas directement l'engagement du corps du visiteur, mais malgré tout c'est un point qui me semblait indispensable d'évoquer et qui est particulièrement investi par les travaux de Simone Korfsos notamment, précédemment cités, c'est donc la représentation du handicap dans les collections muséales. Les œuvres d'art peuvent être considérées comme le reflet de la pensée sociale du handicap, les œuvres d'art représentant le handicap, et sont aussi le véhicule d'un certain nombre de préjugés très forts qui entourent le handicap, donc comme le mysticisme qui peut être associé à la déficience, mais encore la folie, la monstruosité, tous les fantasmes qui entourent cette idée de monstruosité, voire même la question de l'appartenance à l'humain pour les corps handicapés, corps différents. Et globalement, l'absence de représentation du handicap relève d'un processus d'invisibilisation d'un groupe social. Donc c'est pas le centre de mon propos, mais je trouvais tout de même important de l'évoquer, puisque évidemment l'image de soi se construit à travers le regard de l'autre, la façon dont on est perçu et donc dont on est représenté. Et pour poursuivre sur cette idée de regard de l'autre, le musée, en tant qu'espace social, est un espace de partage de la citoyenneté, un lieu où les corps se croisent, se rencontrent, et en conséquence, où on rend visible, on donne à voir son propre corps, et donc le corps handicapé. Donc, dans ce cas, il est important de s'interroger sur l'impact réel du stigmate, sur la construction de son identité par le biais du regard de l'autre. Et là, évidemment, je vous renvoie aux travaux de Goffman, notamment dans son ouvrage Stigmate, qui place donc l'interaction au cœur des processus identitaires. Donc, à travers le regard de l'autre, s'opère une prise de conscience de son corps, de sa différence. Et le fait d'être mélangé aux autres visiteurs dans l'espace particulier qu'est le musée permet donc de se soumettre au regard de l'autre, d'expérimenter le regard de l'autre dans un cadre particulier, un cadre qui est perçu comme bienveillant. Et là, je peux vous rapporter le témoignage d'un jeune homme aveugle que j'ai rencontré dans le cadre de mes enquêtes, qui m'expliquait à quel point le regard des autres a toujours été difficile dans son parcours de vie, à quel point il était soumis quotidiennement à des moqueries, des remarques des passants. Il me dit, je le cite, « Les gens se comportent limite comme des animaux ». En revanche, il investit l'espace du musée d'une manière un petit peu différente, puisque dans le musée, donc il me dit, je le cite encore une fois, « Dans un musée, tant que les gens sont occupés à regarder les œuvres, je me sens un peu plus tranquille ». Donc le musée est pour lui un espace où il peut évoluer dans un espace sûr. Et c'est peut-être pas anodin. C'est peut-être aussi pour cette raison que le musée est souvent choisi par les associations de personnes en situation de handicap,
pour réaliser des sorties à la suite de la survenue de handicap, donc investi comme un lieu aussi de reconstruction de son identité sociale et de sa sociabilité en général. Enfin, un dernier point, sur lequel je voulais insister, c'est la possibilité qui est fournie par le musée et par la diversité des dispositifs muséographiques et de médiation culturelle qu'il met en place, la possibilité de... alors, je vais dire d'élargir sa palette perceptive, mais on reviendra un petit peu sur cette idée d'élargissement. Le musée propose une pluralité de modes d'appréhension, de modes de perception sensible et sensorielle, même si on nuancera, puisque le musée institue effectivement une hiérarchie des sens assez forte, mais donc ces modalités perceptives qui sont proposées aux visiteurs vont contribuer à la construction de l'image qu'une personne se fait de son propre corps et de ses propres capacités. Et en fait, je pense qu'on peut s'intéresser aux dispositifs proposés par les musées pour les personnes en situation de handicap en se posant la question de leur opérativité sensorielle, comme Jean Davalon parle de l'opérativité sociale du musée. On peut peut-être se demander quelle est l'opérativité sensorielle de ces dispositifs adaptés et comment ils modèlent l'image de soi pour un visiteur en situation de handicap. Donc pour revenir un petit peu sur cette hiérarchie des sens, le musée reproduit une hiérarchie des sens qui est en fait le reflet de l'ordonnancement global de nos systèmes perceptifs, avec évidemment une hégémonie de la vue et une trivialité associée au sens proche du corps, donc comme le toucher notamment. Donc la vue conserve une place dominante dans l'expérience muséale. Ce qui est exposé est fait pour être regardé, contemplé, et si possible dans le silence. Et même si les musées proposent de plus en plus des expériences sensorielles plus diversifiées, fondées sur le toucher, voire même l'odorat, l'ouïe, etc., souvent ce sont des expériences qui sont périphériques, et le sens dominant reste quand même la vue. Et même les études de perception consacrées à l'espace muséal sont en général, elles aussi, centrées sur ce que le visiteur voit, et comment il voit, et l'impact sur son expérience de visite, mais rarement sur ce qu'il perçoit, sur ce qu'il entend, ou même sur ce qu'il ressent. Donc l'omniprésence de la sollicitation visuelle est à analyser comme un élément qui participe à la construction de l'image, de l'identité pour les personnes en situation de handicap, et notamment pour les personnes déficientes visuelles. Puisque si l'accessibilité n'est pas réelle, l'expérience muséale est en mesure d'intensifier l'expérience muséale intensifie l'expérience du handicap, puisqu'elle met à distance de ce qui apparaît comme la norme, donc la perception visuelle performante. Donc, ce qui peut avoir évidemment des conséquences sur le rapport aux pratiques culturelles pour les personnes déficientes visuelles face au constat de leur incapacité à les réaliser correctement. Donc un autre point sur lequel il est important de revenir, c'est l'utilisation du sens du toucher, puisque même si la vue est dominante, l'approche tactile, c'est ce qui est le plus souvent proposé par les musées pour les personnes déficientes visuelles. Oui, d'ailleurs, pour le handicap, c'est vraiment souvent le toucher qui est d'abord mis en avant. Et on peut se demander du coup le sens de cette approche pour les individus, comment les individus l'investissent et comment l'utilisation du tactile renseigne sur le rapport au corps pour une personne en situation de handicap. Pour certains, le toucher va servir simplement de support à la reconstitution d'une représentation visuelle, avec une analogie très forte avec la vue. Là, je vous cite encore un extrait d'entretien d'une personne aveugle qui me dit « Nos yeux, on les a au bout des doigts ». Vous avez une analogie très forte avec la vue et avec cette idée
réparer le corps, le normaliser pour coller à cette exigence de la vue qui est prédominante. Mais pour d'autres, le lien au visuel n'est pas du tout recherché et le tactile est perçu comme un moyen de ressentir des émotions ou des sensations esthétiques à part entière. Donc, à l'instar d'une autre personne que j'ai rencontrée aussi dans le cadre d'un entretien, malvoyant cette fois, et qui me dit, je le cite, « J'ai remarqué on développe des sensations différentes avec la perte de vision, on ressent des choses. » Donc c'est des postures qui diffèrent selon les individus, mais qui peuvent être complémentaires chez une même personne, qui peut parfois ressentir le besoin de recourir au toucher pour se faire une représentation visuelle d'un objet ou d'une œuvre, et à d'autres occasions peut utiliser la perception tactile pour le plaisir esthétique qui lui est propre, qu'elle va lui procurer. Donc le tactile permet d'affiner les perceptions du monde et de son environnement, à la fois en exploitant le système haptique comme une possibilité de perception esthétique et en l'utilisant comme support à la représentation visuelle. Donc les différents dispositifs contribuent à élargir les palettes perceptives et donc à développer des capacités sensorielles et donc corporelles pour les personnes en situation de handicap. Je finirai là-dessus, donc simplement en rappelant que ces différentes composantes du musée, donc ces dimensions spatiales, sensibles et sociales, contribuent toutes à la construction ou la reconstruction du rapport au corps chez ces visiteurs, et donc à plus forte raison chez les visiteurs en situation de handicap. Merci.